Je m'appelle Grégoire, donc je viens d'Éperon. J'ai 31 ans, j'ai une petite fille d'1 an. Pour vous retracer mon parcours, moi je travaille plus dans l'insertion, le milieu associatif, mais plutôt dans le domaine de l'emploi. En septembre dernier, je continue à travailler dessus. Là aujourd'hui on avance, on commence à faire des propositions de mesures, on va commencer à voter ces propositions de mesures. Et ces propositions de mesures, ensuite on va les soumettre à tout le monde. Et tout le monde, ça passera par l'Assemblée nationale, peut-être par référendum. Qui on est, nous les 150? C'est une bonne question. Déjà, ce qui est intéressant, et ça peut vous concerner, c'est qu'il y a des jeunes qui sont intégrés dans ces 150, ça commence à partir de 16 ans. On a 6 jeunes, aujourd'hui, par exemple, de 16 à 18 ans, qui sont là dans nos travaux et qui ont leur poids dans les négociations, dans les discussions. Et à côté de ça, on a des personnes qui vont jusqu'à 75 ans. Donc voilà, de 16 à 75 ans, tous les Français sont représentés. Et on est représenté statistiquement. Il y a 3% de Normands. Moi, je fais partie des 3% de Normands sur ces 150. Donc voilà, on n'est pas beaucoup de représentés, mais c'est statistiquement ce que représente la Normandie dans le territoire. Il y a plus de femmes que d'hommes dans cette convention, parce qu'en France, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a beaucoup de personnes âgées, parce qu'en France, on est un pays assez âgé, il y a beaucoup de personnes âgées. Donc voilà, statistiquement, les 150, on représente ça. La logique du tirage au sort, elle est assez étrange. Moi, personnellement, on m'a dit, t'es tiré au sort. Je me suis dit, qu'est-ce que je représente, qui je suis pour parler climat? Parce que vous, c'est peut-être un sujet qui vous intéresse. Moi, c'est vrai que c'est pas un sujet qui m'intéressait particulièrement. J'étais plus intéressé sur des questions d'économie, d'emploi, d'insertion professionnelle. Ça n'avait rien à voir. Donc voilà, il y a une question de légitimité. Je sais que cet après-midi, vous allez un peu parler justement de convention citoyenne. Il faudra vous poser la question. C'est quoi le tirage au sort? Qu'est-ce que ça représente? Quand on vient voir quelqu'un comme ça qui n'a jamais réfléchi à la question, quelle légitimité ça peut lui apporter? Finalement, la légitimité, moi je me la suis construite. Je me suis construit mon expertise. Vu qu'on m'a donné la chance de pouvoir travailler, de rencontrer beaucoup de personnes, finalement je me suis créé un petit peu une compétence sur cette thématique. Mais voilà, c'est une vraie question qui se pose, le tirage au sort, 150 citoyens, pourquoi pas 200, pourquoi pas 1000, pourquoi pas une convention par région, pourquoi pas une convention à l'échelle européenne. C'est ce qui a été décidé par le gouvernement. Nous on a décidé à 150 citoyens de jouer le jeu, à savoir dans ces 150 citoyens, tout le monde est représenté, c'est-à-dire qu'on a le pilote de ligne, mais on a la personne sans domicile fixe. C'est très important de se dire que toutes les catégories sociales sont là, c'est la chance de ce tirage au sort. C'est de pouvoir se dire qu'on n'a pas décidé de prendre 150 personnes déjà très actives sur le climat, ou 150 personnes qui étaient étiquetées La République En Marche et qui diraient ce que le gouvernement a envie d'entendre. Tout le monde est là. Et ça c'est important, c'est de se dire que ce tirage au sort a permis d'avoir un panel qui était vraiment très éclectique, et qui donnera une vision assez représentative de la population française sur nos mesures. Il y a déjà eu la même expérience par exemple en Irlande. Ils ont fait passer des mesures sur le mariage pour tous, sur l'adoption. Et la convention citoyenne qu'ils avaient mis en place avait décidé à 66%. Ils ont passé au référendum. Le référendum a donné exactement le même pourcentage. Comme quoi, les conventions citoyennes arrivent à bien refléter ce que pense et veut une population. Donc nous, c'est notre travail à 150. On va établir des propositions, j'en ai quelques-unes qui commencent à sortir et on pourra en discuter. Et ces mesures, ça va être une première étape pour arriver vers la neutralité carbone en 2050. Je pense que vous le savez, il y a un grand changement climatique, il y a des choses assez graves qui se passent, il faut bouger. Moi, c'est des choses auxquelles je n'avais pas forcément conscience avant, mais l'information que j'ai eue m'a permis justement d'en prendre conscience. Et c'est là où je me dis peut-être, on a tous un rôle à jouer pour diffuser cette information, vous les premiers. Parce que le français lambda que j'étais n'est pas forcément assez sensibilisé, n'est pas forcément assez au fait de ce changement pour accepter de faire des efforts, c'est-à-dire d'accepter de mieux faire son tri, d'accepter de moins prendre la voiture, d'accepter de faire des gestes du quotidien. Pour l'accepter, il faut le comprendre, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Là, ça sera une grande partie de votre rôle, c'est une partie de notre rôle aussi, diffuser cette information. Moi, c'est la première chose qu'on m'a dite au début. Pour vous résumer un peu mon parcours, je suis arrivé à la Convention citoyenne le premier week-end, j'ai rencontré un panel d'experts, notamment des gens du GIEC, du Haut Commissariat pour le climat, des gens, des grands scientifiques, et ils sont venus, leur objectif c'était de nous mettre une claque, c'était de nous dire voilà, il y a une urgence, et il y a une vraie urgence, c'est pas une petite urgence, c'est pas un sujet parmi d'autres, c'est le sujet. Et à 150, on était tous en train de se dire, on avait tous des opinions diverses et variées, finalement on arrivait à se dire que l'ouvrier, le cadre supérieur, le pilote de ligne, le chirurgien, l'ancien zadiste, on arrive tous à se mettre d'accord sur un objectif commun, c'est trouver ces mesures pour avancer, pour se dire que il faut trouver des mesures qui peuvent être contraignantes, parfois incitatives,
pour avancer pour le climat. Et depuis maintenant, ça va faire 6 mois, on travaille. On rencontre des experts, on rencontre le patron de Peugeot, comme on rencontre Priscilla Ludowski, une des Gilets jaunes. On rencontre le patron d'Amazon et on rencontre Greenpeace. On rencontre tous les acteurs pour essayer de prendre le maximum d'informations, et ça c'est notre chance, c'est de se dire que la Convention citoyenne, quand elle est installée, eh ben, on lui donne les outils pour qu'elle puisse, en toute impartialité, et personne n'est venu nous dire faut écouter telle personne, le gouvernement n'a pas son mot à dire pour nous dire bah voilà, ce serait bien que vous pensiez plutôt ça. Non, on est indépendant. Et ça nous permet de pouvoir sortir des mesures qui parfois pourraient vous étonner, en se disant mais ah ouais, cette mesure on n'y avait pas pensé, parfois qui tombent sous le sens, en se disant mais oui, mais pourquoi on l'a pas fait depuis 10 ans? Et on est là, nous, pour agglomérer toutes ces mesures pour faire un plan de travail pour les prochaines années. Et dans l'idée, moi c'est comme ça que j'entends un petit peu le projet que vous pourrez mettre en place après, c'est que tout le monde doit pouvoir s'interroger sur qu'est-ce que je serais prêt à faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est une vraie question que tout le monde doit se poser déjà pour soi, dans son quotidien. Moi, depuis que je suis à la Convention citoyenne, je m'interroge beaucoup sur mes pratiques. Je me dis, bon, bah oui, peut-être aller en vacances à l'autre bout de la planète, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus logique. Il y a beaucoup de coins sympas à visiter que je pourrais accéder en train. Bah, pourquoi pas le faire? Peut-être se dire que oui, avoir 3 voitures à la maison, c'est trop. Peut-être que de se dire que bah voilà, les déplacements de moins de 5 km, je peux peut-être les faire à pied ou à vélo. Ou me dire, bon, bah, je peux peut-être essayer de consommer local, essayer de mieux consommer. C'est des questions que tout le monde doit se poser, que nous on se pose à 150 à l'échelle nationale, qu'on devrait se poser à l'échelle régionale, à l'échelle départementale. Et moi je trouve que c'est jamais une mauvaise idée de demander aux citoyens de réfléchir et de faire ses propositions. Et ça c'est un autre aspect très important, c'est l'aspect de démocratie participative. Il y a l'aspect climat, mais l'aspect aussi où le citoyen donne sa parole. Et c'est hyper important. C'est hyper important de se dire que, enfin, moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un de politisé, j'étais pas politisé avant, je regardais la politique de loin en me disant de toute façon ça sert à rien, de toute façon c'est toujours les mêmes. Et puis pour une fois on m'a demandé mon avis. C'est tombé sur moi, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de gens auraient aimé être à ma place d'après ce qu'on me dit autour de moi. J'ai candidaté à rien, j'ai rien demandé à personne, c'est tombé sur moi. Et on m'a dit, bah voilà, tu vas travailler pendant 9 mois et tu vas pouvoir proposer par exemple un référendum. C'est tout bête, mais un référendum, on n'a pas eu depuis 15-20 ans dans notre pays, et c'est demander à tous les Français de voter un dimanche pour dire si oui ou non, on est prêt à suivre vos propositions. On m'a quand même donné un grand pouvoir. C'est une grosse responsabilité aussi sur les épaules. On se pose beaucoup de questions. Néanmoins, on a demandé aux citoyens de participer à la vie publique. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être diffusé dans tous les territoires, c'est de se dire, bah voilà, on demande à chacun son avis, et on lui demande de réfléchir à plusieurs sur des propositions. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire, moi, déjà dans mon coin, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire à plusieurs, parce que parfois on se confronte avec les autres, on se dit, oui mais là, ça, ce que tu me proposes, moi, c'est pas faisable. On parlait de la voiture, nous, on est par exemple là, on est dans un coin de la Normandie où il n'y a pas forcément beaucoup de transport. Oui, forcément, si on veut toujours taxer la voiture, c'est peut-être pas la bonne solution. La première étape serait d'abord de mettre beaucoup plus de transports en commun, ou de mettre des transports à la demande. Et après, dans une seconde étape, de se dire on tapera un peu plus sur la voiture. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de se dire qu'à plusieurs, on arrive à relier tous les aspects de la vie. Donc voilà, et dernier aspect de cette convention qui est pour moi assez important et qui est souvent passé sous silence, c'est la notion de justice sociale. C'est-à-dire pas tout le temps taper sur le plus pauvre, sur la classe moyenne, c'est de pas taper sur le français, toujours lui demander de faire les mêmes efforts, toujours lui demander de faire beaucoup d'efforts. C'est que tout le monde doit faire un petit peu d'efforts, chacun dans son coin. Le français, parfois, qui a beaucoup de difficultés, peut faire des efforts malgré tout dans son quotidien, mais le français qui est très aisé, ou la grande entreprise, doit faire beaucoup d'efforts. Chacun doit pouvoir faire selon ses moyens. Et ça, c'est important, cette notion de justice sociale, parce que c'est ce qui va nous aider à faire accepter nos mesures. C'est de se dire que, bah voilà, peut-être qu'on va faire quelque chose de contraignant, mais quand on comprend que notre contrainte, finalement, pour nous, elle est acceptable, et elle est beaucoup plus forte pour ceux qui peuvent faire beaucoup plus, ça permet de se dire que voilà, chacun fait son petit effort, son petit geste, et finalement on se rend compte que du coup il n'y a pas de petit geste, on arrive à faire beaucoup de choses. Pour rentrer un peu plus dans le concret, parce que là je parle beaucoup de comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on fait. Notre convention citoyenne, nous, elle s'est déclinée en 5 thématiques. On traite de 5 thématiques qui recoupent à peu près les différentes activités. On traite du logement, on traite de la consommation, de la production, des déplacements et de la manière de se nourrir. C'est-à-dire que ces 5 thématiques, on a été dispatchés, et ces 5 thématiques, on proposera des mesures concrètes pour ces thématiques. Par exemple, sur la consommation ou sur la nourriture, on va réfléchir à comment mieux consommer, comment mieux se nourrir,
Comment aider nos... par exemple, moi je pense que ça peut vous parler. On parle beaucoup de l'agribashing, de se dire, voilà, les agriculteurs ils polluent beaucoup. C'est comment aider nos producteurs et nos agriculteurs à mieux produire sur nos territoires plutôt que d'importer des produits qui viennent d'Amérique latine ou qui viennent de l'autre bout du monde. Parce que l'idée c'est de diminuer l'empreinte carbone aussi. Parce qu'on parle beaucoup de comment nous on pollue, mais quand on importe des produits, on pollue encore plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la France, peut-être qu'elle pollue moins que la Chine, mais tous nos produits qu'on consomme aujourd'hui, ils viennent d'où? Ils viennent de Chine. Donc la pollution, en fait, on la produit ailleurs. Et la planète, ça reste la même pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est comment aider nos producteurs locaux, comment les accompagner, comment essayer de pousser à cette consommation locale via des lois, via des normes. Et oui, parfois, du coup, ce sera plus cher pour certains. Donc on essaiera de trouver les mesures pour que les TVA soient réduites pour les produits potentiellement locaux. Pour le déplacement par exemple, on va pas taxer la voiture tout le temps parce que oui forcément à la montagne ils sont obligés d'avoir des 4x4 parce qu'il y a du verglas pendant 4 mois. Donc oui, il y a des contraintes pour les personnes. Néanmoins, on peut essayer de pousser à ce que les véhicules soient moins polluants, à ce que certaines normes soient respectées, à ce que certaines pratiques soient changées sur l'éco-conduite par exemple. Ensuite, on peut essayer de trouver dans le logement, moi je traite plus particulièrement du logement parce que c'est là où c'est dans ce groupe de travail on m'a mis, des passoires thermiques. Comment est-ce qu'on peut pousser tout le monde à rénover leur maison? Aujourd'hui, pendant 3 ans, l'État va dire vous pouvez rénover vos fenêtres à 1 euro. Après ça va être les combles à 1 euro. Nous on va essayer de mettre en place des choses qui seront globales, c'est-à-dire de pouvoir tout rénover d'un coup, mais que ça ne coûte pas 10 000 euros à la personne. Parce que l'idée c'est encore une fois la justice sociale, c'est que ceux qui polluent beaucoup doivent payer, mais aider aussi les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens à moins polluer. Et c'est comme ça, on va essayer de traiter de différents axes. Un axe transversal qui vous parlera peut-être un petit peu moins, on va essayer de toucher la Constitution. C'est le cœur de la République française, c'est la norme suprême. Et nous, on va essayer de mettre des normes environnementales dans la Constitution pour que, à l'avenir, quand vous aurez mon âge, ou toutes les lois qui passeront à l'Assemblée nationale, elles seront jugées à l'aune de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus prendre des lois polluantes. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus investir dans les industries polluantes. On ne puisse plus passer des lois qui, quand on va regarder l'impact de cette loi, on se dit mais en fait elle pollue énormément. Et si dans la Constitution on arrive à intégrer cette notion d'environnement, peut-être qu'on arrivera à protéger les futures lois, parce que nous on va proposer des lois, mais il y en aura des dizaines de lois qui passeront après nous. On aimerait bien contraindre un petit peu ces futures lois. Pour ça, on touchera la Constitution, si possible par référendum, c'est-à-dire qu'on demandera à tous les Français de se déplacer, de voter, oui ou non. Est-ce que je suis prêt à mettre l'environnement au cœur de la République? Et ça, c'est une vraie question, c'est une question qu'on peut tous se poser. À quelle place on met l'environnement? Est-ce que c'est juste une thématique comme ça qu'on évoque? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre au cœur de nos pratiques, au cœur de nos gestes? Est-ce qu'on y réfléchit tous les jours? Est-ce qu'on y réfléchit un peu de temps en temps? Est-ce qu'on pourrait se dire que chacun de nos gestes, chacune de nos actions, chacun de nos métiers peut être interrogé avec cette ornière un petit peu? Et oui, nous on pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est un peu ce que nous on va proposer, les mesures. Là aujourd'hui on est en phase de vote, entre nous à 150, pour essayer de voir, telle mesure est irréalisable. Il y en a qui proposent de passer le temps de travail à 20 heures ou à 25 heures pour moins polluer. Donc oui, aujourd'hui on a 35 heures de travail, c'est un peu... On est en train de se dire entre nous qu'est-ce qui serait faisable, acceptable et efficace. A priori en avril on remet au gouvernement nos propositions. Le président nous donnera son retour et nous dira ça je le passe au référendum, ça je le passe à l'Assemblée nationale. Et nous ensuite, on sera attentifs à ce que ce ne soit pas dénaturé, à ce que ce soit respecté, à ce que nos propositions puissent tenir le bon bout. Et après on comptera sur tout le monde, toute la population, pour soutenir ces propositions et aussi pour faire celle d'après. Parce que nous on va pas être l'alpha et l'oméga on va pas tout faire, faut pas attendre de la Convention citoyenne qui vous donne toutes les mesures pour sauver le climat. Nous on va donner un premier élan. Mais ensuite, chacun devra pouvoir continuer à proposer des choses. Et s'il y a une convention à l'échelle de la Normandie, et que vous avez la chance d'être tiré au sort, continuez à faire des propositions et à chaque fois d'être de plus en plus ambitieux, parce qu'il y a toujours cet objectif 2050, neutralité carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pollue à peu près, vous, moi, les gens autour de nous, on pollue à peu près 11 tonnes, 11-12 tonnes par an de carbone. Il faut qu'on descende à 2 tonnes. Donc c'est quand même énorme de se dire que notre pollution, notre empreinte doit être réduite de 4, 5, 6. Et ça, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez moins polluer en achetant mieux vos vêtements, votre nourriture, vos logements, vos déplacements, votre consommation, votre manière de produire. Tout ça, ça doit être réinterrogé. Donc il y a cet objectif pour 2050, sachant que
Malheureusement, on ne peut pas être si optimiste que ça. Quoi qu'on fasse, il y aura quand même un réchauffement climatique dans les prochaines années. Donc là, on est là pour le réduire, pour le freiner, pour faire que, pour vous, pour mes enfants, pour nos petits-enfants, donc vos enfants, bah, ça puisse être une planète mieux vivable. Et ça, c'est hyper important de se dire ça, c'est qu'on ne travaille pas pour nous, on travaille pour le collectif. Et encore une fois, ça rejoint le côté de participer à plusieurs, de réfléchir à plusieurs, parce qu'on ne travaille pas chacun dans notre individualité, on travaille en collectif. Donc voilà. J'ai fait un panel assez rapide, mais je pense assez complet. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient manquer? Ouais. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu refaire un historique de comment ça s'est passé vos sessions, comment vous travaillez et tu nous avais expliqué avant quand on s'était rencontrés le tirage au sort, comment petit à petit c'est arrivé sur toi, comment les taux, enfin ouais. D'accord, Voilà, vraiment le comment. Ouais, un petit peu le comment, l'historique et puis le premier week-end qui s'est passé, deuxième un peu, ouais, juste ça en quelques minutes. Alors, à ce moment-là, je pars du coup sur le pratique, moi tant que je vous ai dressé le constat global. Ouais. Alors, déjà, il y a eu 250 000 numéros de téléphone tirés au sort, à l'échelle de toute la France. Alors là, moi j'ai reçu un texto, voilà, vous êtes tiré au sort. Donc je faisais partie des 250 000. C'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur mon voisin. Alors là, c'est vraiment du hasard. Ensuite, il y a eu un affinage statistique qui s'est fait en 3-4 étapes. Il y a eu une logique d'entonnoir. C'est-à-dire que la population française, elle était découpée. Sur 150 personnes, il nous faut 3% de Normands. Il nous faut 20% de Bac plus 5. Il nous faut 51% de femmes. Il nous faut 30% de personnes qui habitent dans des grosses villes. Il nous faut 25% de personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Donc, c'est l'INSEE. Statistiquement, ils ont découpé la France en 7 critères. Et ces 7 critères, il fallait les retrouver dans la Convention citoyenne. Parce que, en fait, du coup, nous, les 150, on est une petite France de poche. C'est-à-dire qu'on représente statistiquement exactement ce qu'est la population française. C'est important parce que ça nous donne notre légitimité. Tout seul, moi, je ne représente absolument rien. J'ai été tiré au sort, je suis un individu lambda, je suis personne. Néanmoins, quand je me retrouve avec mes collègues et qu'on est 150, eh ben, on représente la France statistiquement. Et ça nous donne notre légitimité à nous. Une légitimité qu'on ne voit pas, par exemple, à l'Assemblée nationale, où il y a un nombre... quand on regarde l'Assemblée nationale, ils sont 70% de Bac plus 5. Oui, c'est bien, mais c'est pas représentatif de la population française. Nous, on l'est. La preuve, on a des centres de médecine fixes qui côtoient justement des Bac plus 8. Et c'est cette particularité-là qu'on ne retrouve pas dans les autres assemblées françaises qui fait notre force. Donc voilà, ça c'était le tirage au sort. Et donc au début, 250 numéros de téléphone. On me demande des informations sur mon état civil, bon bah voilà, d'où je viens, quel âge j'ai. On me rappelle en me disant, bon bah voilà, tu fais partie des 10 000 encore retenus. Ensuite, hop, des 500 encore retenus. Puis un jour, on m'a dit, bon bah c'est bon, tu fais partie des 150. Ça s'est fait en 3-4 appels, ça s'est fait en un mois. Et puis un jour, bah voilà, je suis allé à l'Assemblée, donc la 3e Assemblée de France, qui est le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Oui. Je voulais savoir si vous avez le droit de refuser et s'il y a beaucoup de gens qui ont refusé. Alors, on avait le droit de refuser, mais il fallait, entre guillemets, se justifier et dire, bah voilà, alors c'est pas aussi imposant qu'un jury d'assises, parce qu'aujourd'hui, on peut attirer au sort pour le jury d'assises, où là, on peut pas refuser. Nous, on pouvait refuser, mais il fallait qu'on se justifie, sachant qu'on avait aussi des courriers pour nos employeurs, des choses comme ça, qui viennent, entre guillemets, appuyer cette demande. En gros, ils nous ont fait comprendre que ce serait... Et donc, il y a quelques personnes qui ont refusé, souvent pour des contraintes personnelles, c'est-à-dire que, bah voilà, néanmoins, la chance qu'on a eue, c'est qu'ils nous ont offert tous les leviers pour qu'on ne puisse pas refuser. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est sur des week-ends, mais aussi sur des vendredis. Ils payent mon employeur, ils me payent mon déplacement, ils me payent mon hôtel. Si j'avais besoin d'une nounou pour ma fille, ils me paieraient ma nounou. Et c'est très bien, parce que ça permet par exemple à des mères célibataires de se dire, bah voilà, moi je peux pas, je m'occupe de ma fille, bah voilà. Tout est fait pour qu'on puisse tous se déplacer et que tout le monde puisse être représenté. Donc on pouvait refuser. Néanmoins, tout est mis en place pour que les gens ne refusent pas. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, il y a eu un taux de retour positif beaucoup plus haut que ce qu'ils n'attendaient. Et encore aujourd'hui, sur les 150 qui ont démarré en session 1, on est 130 à avoir vécu toutes les sessions. C'est-à-dire que, ou 135 à avoir vécu toutes les sessions. Il y en a, on est toujours plus de 150, on est toujours 150, mais il y en a qui ont raté une session pour autre. Mais ceux qui n'ont raté aucune des 6 sessions, c'est une immense majorité. Preuve de l'engagement. Et aussi, pour répondre, je prends la question juste après, c'est
moi, ça aurait été une convention citoyenne pour autre chose, j'aurais dit oui aussi. Et ça, c'est un autre aspect qui est intéressant, c'est que c'est le côté aussi, on donne la parole aux citoyens. Les gens n'ont pas dit oui que parce que c'était le climat. Ils ont dit oui parce qu'on leur demandait leur avis. Et ça, c'est important dans la démarche. C'est-à-dire que moi, on m'aurait dit c'est une convention citoyenne pour les retraites. Il y en a qui le demandent en ce moment. Bah, j'aurais dit oui aussi parce que juste mon rôle de citoyen, on me demande mon avis, j'ai la chance, bah, je dis oui. Et beaucoup de gens ont dit oui pour ça. Donc voilà, on aurait pu refuser, mais très très peu de gens l'ont fait. Et au contraire, on a plus de gens qui nous disent « Ah, j'aurais bien aimé être à ta place, j'aurais bien aimé être appelé ». On voit plus ça comme une chance, même si c'est une lourde responsabilité. Je crois que j'avais une autre question au fond. Ouais. Vous, de ces 50 personnes, vous faites partie de ces 50 personnes dans un temps défini ou indéfini? Alors aujourd'hui, on est dans un temps défini, c'est-à-dire que justement, on a 7 sessions. Là, j'ai la 6e ce week-end. J'ai commencé en septembre, donc tous les mois, on se retrouve pendant 3 jours. Et justement, je vais faire un peu le programme pour vous dire justement en quoi ce temps est défini. Néanmoins, il va être plus long que prévu. On a commencé le premier week-end, c'était en septembre, on est arrivé à 150, on a eu un constat. Comme je vous ai dit, on a rencontré des experts, on a rencontré des scientifiques, on nous a mis une claque. Moi, j'ai vraiment vécu comme ça une claque environnementale parce que je faisais partie de ces Français qui avaient conscience qu'il y avait une urgence, mais voilà quoi, c'était un sujet parmi d'autres. Non, c'est un des sujets principaux qu'il faut traiter. Ensuite, on a eu d'autres week-ends. Le deuxième week-end, le troisième week-end, où on a cerné nos objectifs. Où est-ce qu'on voulait aller? C'est-à-dire qu'on a un mandat, aujourd'hui, signé par Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Vous devez nous faire des propositions pour réduire les gaz à effet de serre de 40% pour 2030. Donc voilà, et puis ensuite, avec un objectif neutralité carbone pour 2040-2050. On a vraiment un objectif. Donc pendant le deuxième et la troisième session, on a défini nos objectifs, c'est-à-dire la manière dont on voulait traiter les choses, avec les 5 groupes thématiques. On a demandé à ce qu'il y ait d'autres groupes qui soient ouverts, notamment sur la Constitution. On voulait aussi traiter des financements, parce qu'on voulait faire des mesures financées. On ne voulait pas juste lancer des grandes idées et se dire, bon ben voilà, vous financerez comme vous pouvez. Donc on a vraiment cerné comment on voulait faire les choses. Et ensuite, on a aussi demandé à rencontrer des experts. C'est-à-dire qu'on a dit, bon ben voilà, on parle environnement, bon, on a envie de rencontrer Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot, on a envie d'auditionner Emmanuel Macron et Édouard Philippe, la ministre de l'Environnement, on a envie de rencontrer Greta Thunberg, on a envie de rencontrer le patron d'Amazon, de Peugeot, et aussi on a envie de rencontrer des Gilets jaunes, Greenpeace et Attac. Concrètement, on a voulu rencontrer un nombre incalculable de personnes et on a pu tous les rencontrer. Ça, c'est une vraie chance, c'est que tout le monde, tous les experts se sont mis en 4, entre guillemets, pour pouvoir nous répondre. Parce qu'on aurait pu se dire, pourquoi 150 citoyens et pas 150 experts? Bah oui, effectivement, nous on n'y connaît rien. Et au contraire, les experts étaient contents que l'on soit là. C'est ce qui nous a rassurés, c'est qu'ils se sont dit, bon bah, nous on nous écoute pas depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ça fait des années qu'on crie sur tous les toits qu'il y a une urgence, personne ne nous écoute. Là, les citoyens, les gens les regardent. Donc on va les aider. Et donc les experts sont venus, entre guillemets, nous faire ce travail d'accompagnement pour nous donner les pistes et nous permettre de juger un petit peu avec notre bon sens citoyen et ses expertises, des meilleures mesures. Donc voilà. Donc il y a 7 week-ends. Là, on arrive au 6e, on est à la phase où on a écrit nos mesures, on sait à peu près où est-ce qu'on va aller, on est en train d'amender ces mesures, parce que les mesures sont faites parfois par petits groupes, mais on va les proposer à l'ensemble des 150 et on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord. Donc on va amender, dire non, là ta mesure, tu dis interdire le plastique pour 2030, pourquoi on ne le ferait pas dès 2025? Ah oui, mais ça va détruire 100 000 emplois, oui, mais si on met tel levier pour protéger les emplois, ça peut le faire. Donc voilà, on est vraiment en train de réfléchir, mais sur des choses vraiment concrètes. On est vraiment sur l'écriture de la loi, ce qui n'est pas du tout notre métier à la base, mais on est aidé, on est accompagné, on a beaucoup d'équipes autour de nous, ça c'est la chance d'être, entre guillemets, aidé par le gouvernement, c'est qu'on a une équipe de juristes qui sont là pour nous aider, on a une équipe de fact-checkers, dès qu'on a une information et qu'on veut la contrôler, on va leur demander. Moi, là aujourd'hui j'ai un numéro de téléphone, si je me pose la moindre question sur une question environnementale, je leur dis, j'ai lu un article qui dit que en fait, le plastique c'est biodégradable, hop, ils vont me prouver par A plus B la vérité scientifique, et ça nous permet d'éviter de tomber parfois dans la fausse information, dans les choses qui vont parfois à contre-courant, des choses comme ça. Donc on a la chance d'avoir ces équipes-là à notre soutien, et d'être beaucoup soutenus donc par les experts, les scientifiques, mais encore une fois, c'est des gens de notre choix, c'est des gens qu'on a choisis. Donc il y a ces 7 week-ends, et là je vais rentrer dans c'est un temps défini, c'est-à-dire que normalement en avril on remet notre rapport au président, et on lui dit, bah voilà, Banco, faites votre boulot maintenant, nous on a fait le nôtre. Il va nous rendre, à l'issue de notre rapport, une feuille de route. Cette feuille de route, on va donner notre avis. Peut-être qu'on sera content, peut-être qu'on ne sera pas content. Néanmoins, il nous a promis que pendant 1 an ou 2, on allait pouvoir suivre
nos mesures. C'est-à-dire qu'en fait, le boulot ne s'arrêtera pas en avril. On va continuer à être là et on va continuer à participer à l'écriture de la loi. Parce que nous, on va lui dire, bah voilà, faut faire ça, faut le faire comme ça. Mais ça passera par exemple à l'Assemblée nationale. Et ben on va travailler avec les parlementaires. On les rencontre déjà presque tous les jours. Et on va travailler avec eux sur l'écriture de la loi. On va s'assurer en fait qu'ils ne réécrivent pas un petit peu ce qu'on met. Aujourd'hui, il y a des très bonnes lois qui peuvent être réécrites et pour dénaturer tout à fait ce que les gens voulaient dire à l'origine. L'exemple du plastique est très bien. On avait une super loi pour interdire le plastique pour 2030. Et bon, en un coup de crayon, on est passé de 2030 à 2040 et la loi n'avait plus aucun sens. Et là, nous, on sera là en tant que citoyens pour s'assurer que ça ne soit pas fait. Donc voilà, pendant un an ou deux, on va suivre un petit peu comment est-ce que nos propositions vont être mises en place. Néanmoins, notre objectif, c'est pas de perdurer. Encore une fois, moi, je n'étais pas candidat, je cherche pas à être candidat après. Moi, j'aimerais bien retourner à ma petite vie au bout d'un moment. Et pourquoi pas, dans 2 ans, une autre convention citoyenne, de nouveaux citoyens tirés au sort, qui pourront alors proposer de nouvelles choses, changer ce que nous on a proposé parce que ça n'allait pas assez loin ou que ça allait trop loin. Mais voilà, l'idée, c'est que ça ne s'arrête pas ici, cette implication citoyenne. C'est que nous, on est un début, mais je veux pas qu'on soit une fin. Je prends juste cette question et après je prends cette question. Comment ça fonctionne entre vous pour la prise de décision? C'est une majorité à 2/3, c'est une majorité à 51%? Alors aujourd'hui, la plupart des décisions, ce ne sont pas des décisions qui sont fermantes. Donc il y a beaucoup de tirages au sort entre nous. Par exemple, pour savoir dans quel groupe thématique j'allais aller, tirage au sort. On a des représentants, comité de gouvernance, tirage au sort. Ensuite, dans notre prise de décision sur les mesures, c'est-à-dire sur la prise de position, bah voilà, on s'est mis d'accord déjà à 30 sur des mesures de nos groupes thématiques, on va proposer à 150. C'est de la grande majorité. En fait, on fonctionne en 3 étapes. Si une proposition fait entre 0 et 30%, elle est exclue. Si elle fait entre 30 et 60%, ou 70%, cette proposition va être rediscutée et amendée. Si elle est au-dessus de 70%, elle va être validée. Donc il y a un vrai travail de, même une 51%, c'est pas assez pour nous. On cherche vraiment le consensus. Donc entre 30 et 60-70%, on va amender, on va continuer en fait le travail. On se dit là, on n'est pas encore à un consensus. Parce que notre objectif, c'est pas que les lois qu'on propose passent à 51% des Français et scindent la France en deux. On veut vraiment trouver ce qui fait le maximum consensus. Donc voilà. Et après, à l'issue de ça, on va faire un vrai vote final. Et de toute façon, dans notre rapport, contiendront toutes les propositions, même celles qui ont fait 30%. Néanmoins, ce sera précisé. Cette proposition-là a été discutée, a été réfléchie, mais elle n'a pas fait consensus. Parce qu'il faut que les Français et le gouvernement sachent qu'on y a réfléchi quand même. Que potentiellement, la France n'est pas prête pour cette mesure, mais que dans 5 ans, elle n'est pas perdue, on y a déjà réfléchi, elle est prête. Mais par exemple, sur des mesures sur, sur réduire la vitesse sur l'autoroute, peut-être que la France n'est pas encore prête, mais peut-être que dans 5 ans, on le saura. Donc ce sera indiqué qu'on y a travaillé, que voilà, c'est dans les têtes. Néanmoins, après, on n'a pas encore voté, donc je ne sais pas du tout ce qui sera retenu ou pas. Tout sera contenu dans notre rapport, et ce qui sera vraiment mis en avant, et ce qu'on proposera, je pense, en loi ou en référendum, ce seront les mesures qui ont fait le plus consensus possible. Ça répond à la question? Ouais. Parfait. C'est quoi les mesures que vous envisagez pour l'instant? Malheureusement, je ne peux que donner des pistes parce qu'on est soumis à la confidentialité. C'est-à-dire que moi, je les connais, les propositions de mesures. Aujourd'hui, on a 70-80 propositions de mesures. Néanmoins, ce week-end, là, moi, je pars jeudi, on va les voter. Et par exemple, il y a des mesures où les gens vont voter majoritairement contre. Donc je pourrais dire des mesures, mais qui en fait ne seraient pas vraiment retenues par cette convention. Et ce seraient des mesures, par exemple, pour réduire la vitesse sur l'autoroute. Ça pourrait, je dis une mesure qui n'est pas dans nos mesures exprès pour qu'on puisse un peu saisir, qui peut-être pourrait être votée pour, ou peut-être votée contre. Donc je ne pourrais pas dire ce qui va être retenu dans notre rapport final. Je pense qu'à partir de dimanche prochain, sortiront dans les médias nos propositions qui ont fait le plus consensus. On saura déjà celles qui ont été votées à 70%, on se dira voilà, ça c'est sûr, ils vont aller dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, parce que je vais essayer de répondre à la question sans y répondre, parce que je suis tenu par ce devoir de secret, par confraternité envers mes autres citoyens, et je ne vais pas vendre des mesures qui finalement ne seront pas votées, et voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'on sera ambitieux. On va faire des propositions qui iront plus loin que ce dont on a l'habitude. C'est-à-dire que oui, on va un peu bousculer le gouvernement. On va lui dire voilà, faut agir, faut bouger. Au tout début de la convention, on était vu comme la convention Macron. Ah, ça va être les instruments de Macron. Aujourd'hui, la majorité nous dit ah, vous allez peut-être un petit peu loin, vous êtes peu trop ambitieux, et on finalement commence à être soutenu par l'opposition. Donc on est passé de la convention Macron à la convention des radicalisés. Moi, je pense qu'on est entre les deux. Je pense qu'on est dans le bon milieu. On va ni trop loin, mais on n'est pas non plus tiède. On est ambitieux. On va essayer de faire le maximum qui soit acceptable, parce que ça reste ça la logique, qui soit finançable.
et qui puisse avoir des vrais effets sur la réduction de gaz à effet de serre. L'idée, c'est pas de faire des mesures en dentelle qui feraient joli, qui feraient waouh, vous avez vu, on a mis plein de jolies affiches dans les aéroports pour que les gens prennent moins l'avion. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, ça va être de faire comment est-ce que les gens prennent moins l'avion, mieux l'avion, comment est-ce qu'on peut agir. Donc voilà. On sera ambitieux, on ira loin, on n'ira pas trop loin parce qu'on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas non plus dire on va interdire l'avion, voilà, on ne peut pas. Mais néanmoins, si on peut commencer à lancer quelque chose qui changerait les états d'esprit, qui changerait les mentalités des citoyens, et aussi des politiques, et aussi des entreprises, donc de tous les acteurs en fait, ah oui, bah peut-être que nous on amènera quelque chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, je le répète, je ne peux pas répondre sur les mesures concrètes en tant que telles, même si j'en meurs d'envie. Rendez-vous en avril quand on remettra notre rapport là-dessus au président. Je pense que vous en entendrez un petit peu parler dans la presse. Regardez ce qu'on va proposer, parce que je pense que le gouvernement aura peut-être du mal à tout retenir, et c'est le soutien de la population qui fera aussi notre impact. C'est-à-dire que s'ils sentent que électoralement la population est prête, ils iront. Et c'est pourquoi on veut un référendum, parce que nous on veut faire voter le citoyen. On ne veut pas faire voter les représentants. Même ils ont un rôle très important, mais pour une thématique comme l'environnement, on a envie que le citoyen puisse donner son avis. Et là, le référendum, ça permettrait à tout le monde de donner son avis. Et ça, c'est important. Ouais. Ah ouais, ouais. Je rebondis sur votre dernière phrase. Là, on a tous le point commun de s'inquiéter un peu ou de se soucier un peu du climat. Très bien, à l'échelle nationale, c'est pas du tout le cas. J'en suis l'exemple. Voilà. Vous avez eu une grosse période de montée en compétences entre le premier et le troisième week-end, où là, vous avez stagné, enfin, vous avez continué, mais vous aviez déjà emmagasiné le maximum du bagage. Comment vous allez faire pour faire accepter des réglementations ou des référendums, alors que tout le monde n'a pas ce bagage scientifique, intellectuel, scientifique. C'est une vraie bonne question. Deux choses. Première chose, déjà le référendum. Si on y arrive, ça fait 6 mois de temps d'antenne, 6 mois de débat à la télé, ça fait, 6 mois, peut-être 3 mois, mais ça fait du temps d'antenne, du temps de débat, du temps d'information, du temps de campagne. Oui, il faut voter, non, il faut voter. Ne serait-ce que ce temps-là, c'est un temps où on ne parlera pas du coronavirus, on ne parlera pas des retraites, on ne parlera pas des gilets jaunes, on parlera environnement, on parlera climat. Et ne serait-ce que ça, ce serait une petite victoire pour nous, parce que le temps médiatique serait mangé par un sujet qui pour nous est central. Donc ne serait-ce que ça, ça amènerait les gens à se poser la question. Parce que si on nous demande un dimanche matin de nous lever et d'aller à la mairie et de mettre un papier dans une urne, on va se poser la question quand même pour savoir pourquoi on va voter. Et au référendum, ça reste comme l'élection où le taux de mobilisation est le plus fort. Donc nous, déjà, on mise beaucoup là-dessus, sur le fait que les gens se posent la question. Et c'est déjà le premier accès. Ensuite, dans nos mesures, il y a beaucoup de mesures sur l'information, la sensibilisation. On va se former de 3 à 99 ans. L'idée, c'est que tout le monde puisse, dans sa vie quotidienne, avoir accès à des outils de sensibilisation, de formation, que ça soit par des formats comme aujourd'hui, dans les écoles, inclure des matières environnementales. C'est tout bête, on nous demande de consommer de saison, mais moi, je ne l'ai jamais appris à l'école. Je ne sais pas quel fruit de saison. Peut-être ce serait pas mal de remettre ce genre de fondamentaux dans les programmes scolaires, dans le primaire. C'est comment intégrer tout ça dans la méthode de l'éducation, de la formation professionnelle aussi, parce que c'est pas parce qu'on a 40 ans, qu'on travaille depuis 20 ans, qu'on peut pas se former pour changer nos pratiques, qu'on peut pas intégrer cette notion environnementale. Donc tout ça, ce seront des mesures qu'on proposera. Encore une fois, je ne propose pas la mesure concrète, mais je donne les idées de mesures qu'on va essayer de proposer pour changer les mentalités. Parce que oui, on a effectivement bien conscience, et on est beaucoup à être le cas dans les 150, le français moyen, sa thématique principale, c'est pas ça. C'est finir le mois, c'est rester avec sa famille, c'est consommer le mieux possible, mais avec une certaine notion de confort. Il va falloir essayer de réinterroger cette notion de confort et cette notion de consommation. Cette notion de à quelle place on met l'environnement dans notre vie quotidienne. Et je pense que le temps médiatique nous aidera énormément. Le temps de formation, d'information sera très important. Et après, ce sera aussi notre rôle à chacun, qui maintenant, je fais partie, un peu comme vous, des gens sensibilisés, de diffuser. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je diffuse un petit peu, mais je fais des réunions publiques parfois. J'en ai fait une avec 150 personnes qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est intéressant de voir qu'à la sortie, ils se posent des questions. Ils se disent « Ah, c'est intéressant, oui, en fait, on peut faire des choses pas très compliquées qui auraient un impact concret. » Donc voilà. Mais ça, c'est un vrai travail. Depuis les dernières années, on peut quand même être content de se dire qu'il y a une montée en compétences, une montée en progression, notamment grâce aux jeunes qui se mobilisent. On le voit, les marches pour le climat, des trucs comme ça fonctionne très bien, les gens se mobilisent, vont dans la rue. Pour cette notion de climat, on peut espérer que ça s'arrête pas et que ça continue.
Ah oui, bien sûr, j'avais pas vu, je suis désolé. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus, les étapes qui font qu'une idée qui est proposée par quelqu'un, si c'est comme ça que ça fonctionne, comment le fait que quelqu'un lance une idée, cette idée soit retenue pour être expertisée, travaillée pour finir en projet de loi? D'accord. Concrètement, ça se passe comment? Concrètement, souvent c'est des idées collectives. En fait, déjà on est réunis en atelier, en groupe de travail, où on est 30 sur 150. On rencontre des experts. Ces experts nous donnent beaucoup de pistes. Ensuite, on cogite à plusieurs, on tourne, on recogite à plusieurs, et on voit les thématiques qui sortent. Par exemple, des experts de rénovation énergétique viennent nous voir. Il y en a un qui va nous parler de rénovation avec de la paille, l'autre avec du chanvre, l'autre qui va nous parler du béton qui pollue moins. Et on va se dire, bon bah voilà, il y a une vraie notion de passoire thermique qui est en jeu, donc on va isoler les thématiques. Et une fois avec les thématiques, on va encore une fois réfléchir à plusieurs. L'idée, c'est jamais d'avoir une proposition qui vient d'une personne. C'est toujours des thématiques qui sont réfléchies à plusieurs. On essaie de trouver des pistes de propositions. Ensuite, on donne le bébé à un autre petit sous-groupe de 5 personnes qui va essayer de trouver autre chose. Ensuite, on se confronte. Ensuite, on va confronter avec les gens d'autres groupes qui viennent. En fait, c'est vraiment un travail de mélange. On passe pas 2 heures, on passe pas plus de 2 heures à cogiter derrière sa feuille. On est tout le temps en mouvement. On est tout le temps, bon ben voilà, là on a travaillé pendant 2 heures, hop, je vais à la table d'à côté, je vais voir la thématique, ah mais en fait il y a un lien entre nos thématiques, ah mais en fait elles se confrontent, elles se complètent, et c'est ce travail qui va se construire. Il y a un travail d'animateur aussi qui est là justement pour nous aider à faire tout ce travail. On n'est pas autogéré, hein, on a beaucoup de personnes autour de nous qui sont là pour nous donner une méthode de travail. Mais c'est vraiment une co-construction. Et on arrive ensuite à se dire, bon ben voilà, nous on est 5, on veut porter cette idée, et ben on va la soumettre à un comité d'experts qui va nous dire oui, quel impact elle aurait, est-ce qu'elle est faisable, est-ce qu'elle n'existe pas déjà dans une future loi, dans une loi, est-ce qu'elle n'est pas anticonstitutionnelle. Et si on répond à tous les critères, et ben on va un petit peu plus loin, on travaille cette mesure à 30, et puis après on la proposera à 150. Mais c'est jamais une mesure qui vient d'une personne, c'est des objectifs, on descend des objectifs sur des thématiques. Par exemple, objectif dans le logement, réduire la consommation. Hop, on arrive sur la rénovation énergétique, comment la mettre en place, quels leviers nous proposent les experts, lesquels nous semblent le plus faisables. Et voilà, on descend en entonnoir à chaque fois, et à chaque fois en groupe, et en essayant de tourner sur les thématiques pour ne pas être enfermé et devenir trop expert et du coup déconnecté de la réalité. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'on ne devienne pas, nous, des ultra experts et qu'on soit déconnecté de l'acceptable, du coup, parce qu'on serait à fond dans une thématique. Alors justement, en gros, si vous deviez résumer, quels sont les principaux critères qui fait qu'au final, une proposition est retenue? Acceptable, c'est-à-dire avec l'esprit de justice sociale. Ça, pour moi, c'est un des premiers regards avec lequel on regarde une mesure. La taxe carbone est un très bon contre-exemple. Est-ce qu'elle est socialement acceptable? Quel est son impact réel sur les gaz à effet de serre? Est-ce que c'est un impact dans le changement de mentalité? Ou à ce moment-là, on peut dire que ça ne réduit pas concrètement les gaz à effet de serre, mais sur 10-20 ans, on va changer un peu la manière de consommer des gens? Ou est-ce que c'est un impact réel et direct sur le fait qu'on pollue moins? Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est est-ce qu'elle est applicable? Parce que est-ce qu'il faut créer encore une nouvelle instance, une nouvelle commission? Est-ce qu'il faut créer un service public? Il faut qu'on puisse trouver les leviers. Donc c'est-à-dire que si on propose quelque chose, faut qu'on puisse donner les moyens qu'on y met derrière. Quand vous dites applicable, c'est notamment son coût. Son coût, mais pas que. Parce que parfois, c'est pas que le coût financier, ça peut être le coût humain, ça peut être le coût en terrain, ça peut être le coût en investissement des gens. Enfin, c'est vraiment j'entends le coût au sens global du terme. Et ça, c'est très important parce que si on lance des mesures qui sont en fait inapplicables, parce que, par exemple, dire, bon bah voilà, dans le bâtiment, on veut imposer à tous les gens du bâtiment de travailler que la paille. Oui, mais non, les gens du bâtiment, ils ne savent pas forcément faire. Il nous faut 10 ans pour les former. Donc, humainement, il y a un coût. Enfin, il y a un coût de formation, il y a un coût d'attente. Et donc, voilà, toutes ces mesures doivent être interrogées dans la logique du réel, du pragmatisme. Et donc, voilà, avec tout ça, on arrive à trouver les mesures qui sont faisables. Mais il faut que tout soit imbriqué. Et parfois, on travaille pour 4 mois à une mesure et on se rend compte que finalement, non, on la laisse tomber. Et c'est parfois compliqué, hein, quand on a travaillé 4 mois sur une mesure, de se dire, bon bah, en fait non, c'est infinançable, ça coûterait des centaines de milliards d'euros, on va peut-être essayer de taper sur quelque chose qui coûte moins cher et qui serait tout aussi efficace au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Donc voilà, on essaie vraiment de jongler entre tout ça. Et encore une fois, on est aidé
par des experts, par des scientifiques, par des professionnels des secteurs qui sont là pour nous donner les leviers. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des experts, on est des citoyens lambda. Enfin, encore une fois, je le répète, hein, moi je ne serai jamais un expert de la rénovation énergétique parce que voilà, c'est pas mon cœur d'expertise. Oui. Je voulais savoir aussi si vous preniez en compte la dimension internationale. Bien sûr. Et donc, comment, donnez-nous un exemple. Par exemple, je pense pas quoi, à des matériaux, des choses comme ça. Est-ce qu'on se pose la question aussi des matières premières ou des matériaux où ils sont fabriqués, etc. Se pose beaucoup de questions justement sur l'empreinte carbone. Justement, c'est ça. Aujourd'hui, il y a ce que nous, on pollue, mais c'est aussi ce qu'on fait polluer à l'étranger. Et ça, c'est important, c'est la notion d'empreinte carbone. Donc oui, on réfléchit beaucoup à la notion de local, à la notion de distance, mais pas que. On réfléchit aussi à la dimension européenne, parce que certaines règles, si on veut par exemple traiter de la PAC, c'est à l'échelle européenne qu'il faut en discuter. Et là-dessus, le président nous a dit qu'on pourrait participer aux futures négociations internationales européennes en tant que citoyen des 150, pour continuer à faire notre lobbying citoyen sur nos mesures, sur ces propositions. Parce que oui, à l'échelle nationale, on ne pourra pas tout faire. Néanmoins, on n'a pas non plus la vision de se dire que on ne peut rien faire, c'est l'international. C'est pas nous qui polluons, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est l'Europe qui décide. Non, non. On sait qu'on peut faire quand même beaucoup de choses à l'échelle nationale. On va essayer d'agir et de réfléchir en donnant des grandes dimensions. Par exemple, on a beaucoup réfléchi autour du CETA, qui est un grand accord international avec le Canada, mais qui permet d'importer beaucoup de choses polluantes en France et en Europe. Donc se dire, bon bah voilà, on essaie de moins polluer, mais si c'est encore une fois, c'est pour importer des choses polluantes, c'est quoi l'intérêt quoi? Autant qu'on garde les usines sur le territoire, on gardera les emplois. Donc voilà, on y réfléchit beaucoup. On n'a pas tous les leviers, néanmoins, tous les leviers qu'on a, on essaie de les actionner. Et encore une fois, on essaiera d'agir dans les négociations internationales et européennes, notamment autour de la PAC par exemple, pour essayer de continuer à agir et de porter une voix, parce que la voix de la France, c'est pas n'importe laquelle. Et si la France porte une position, on peut espérer qu'elle soit un petit peu suivie. Il y a aussi la logique que la France est un pays très très regardé sur sa politique environnementale, dans le sens que si nous on applique des normes et des règles, il y a de grandes chances que les autres pays nous regardent et les appliquent, sachant que, pour information, des conventions citoyennes pour le climat, on est la première en France, la première au monde, mais aujourd'hui il y en a une qui a commencé en Angleterre depuis, il y en a une qui s'organise en Espagne, en Allemagne, et on a des émissaires de plein de pays du monde qui commencent à venir nous voir pour nous dire comment vous faites, on va faire la même chez nous. Donc ça prouve que ce cheminement citoyen fait son bout de chemin et pourra se diffuser si on réussit déjà en France. J'espère avoir répondu à peu près. Juste une question. Du coup, vous avez parlé de vous réfléchissez sur la façon de consommer. Du coup, est-ce que vous réfléchissez aussi sur la manière de gérer les déchets? Bien sûr. La notion du déchet est hyper importante parce que déjà, il y a la notion de la baisse de la consommation. Consommer moins, c'est faire moins de déchets. Et la question du traitement des déchets et des matériaux utilisés. Parce qu'il y a toute la question de qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour ça, je parlais du plastique. C'est une vraie question. Et oui, on parle beaucoup des déchets et en fait, on élargit à beaucoup de sous-thématiques comme ça. On traite beaucoup de la question de l'eau, de la question de la biodiversité. Parce qu'en fait, c'est des thématiques qui se raccrochent à cette notion d'environnement, même si elles ne se raccrochent pas directement à la notion de gaz à effet de serre, on y réfléchit parce qu'on essaye de prendre tout dans sa globalité. Et oui, la question des déchets est ultra importante parce que c'est une industrie ultra polluante, déjà, la dépollution ou le traitement des déchets, c'est très très polluant. Néanmoins, il y a vraiment quelque chose à jouer sur tout ce qui est recyclable. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est beaucoup mieux d'utiliser des bocaux en verre que des pots en plastique. Donc oui, on y réfléchit beaucoup pour essayer de promouvoir des bons circuits, les circuits locaux, les circuits avec le moins de déchets possible. On ne pourra pas tout faire encore une fois parce qu'il y a des normes européennes, des normes internationales, mais on y réfléchit énormément parce qu'on a conscience de ça, on a conscience de ce cercle vicieux qui fait que cette pollution va entraîner de la pollution, qui va entraîner de la nouvelle consommation. Et on essaie beaucoup d'infléchir dans la consommation. Il y aura des propositions concrètes sur les déchets, sur le circuit des déchets. Je le vois dans le bâtiment, par exemple, bah oui, effectivement, dès qu'on détruit un bâtiment, ça fait des tonnes et des tonnes de béton. Qu'est-ce qu'on en fait? Et oui, c'est polluant. Bah, on le voit avec l'amiante, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est polluant. Donc on y réfléchit, on essaiera de faire des propositions concrètes sur les déchets, parce que c'est vraiment un des enjeux qu'on a relevé, qui sort un petit peu de notre mandat, réduction de gaz à effet de serre concrètement, mais qu'on a réussi à raccrocher pour des logiques d'environnement, et on les rattrache. Et à ça, je rajoute la notion de biodiversité, de la gestion de l'eau, la gestion de tout ce qu'il y a autour de nous. Mais ça rejoint la biodiversité, les animaux, la nature, comment protéger nos sols, comment protéger de l'artificialisation des sols, parce que c'est ça aussi. Protéger la planète, c'est pas que moins consommer, c'est aussi faire des puits carbone. Faire des puits carbone, c'est garder des champs et pas construire des immeubles à foison.
C'est de se dire comment est-ce qu'on protège vraiment l'environnement dans le sens global du terme. Il y a une question, je crois. A priori, les questions, alors non pas d'environnement, mais de réfléchir à l'amélioration des conditions de vie, parce que c'est ça en fait, c'est les conditions de vie, hein, c'est pas l'environnement, c'est pas une fin en soi. On pourrait penser que c'est un métier et qu'il faut faire des techniciens. Comment vous expliquez que des citoyens qui ne soient pas des experts arrivent à avoir, on va dire, des meilleures idées? Alors après, j'entends bien. Voilà. C'est quoi votre valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait votre différence? Notre différence, je vais le réduire d'abord à une notion avant de l'expliquer, pour moi c'est le bon sens citoyen. C'est justement cette notion d'acceptable. C'est cette notion de, moi ça je suis prêt à le faire en tant que citoyen. Sur le papier, la plupart des experts d'environnement vous diront la taxe carbone c'est la meilleure solution, c'est celui qui pollue, c'est celui qui paye. Oui mais en fait celui qui pollue c'est parfois celui qui gagne le moins d'argent parce qu'il n'a pas le choix. C'est celui qui va prendre sa voiture pour travailler. C'est pas celui qui peut se permettre d'y aller à vélo parce qu'il peut se payer le logement juste à côté du travail. Ou exemple les citoyens qui vivent dans le monde rural, qui par rapport à des citadins sont défavorisés parce que de fait ils ont plus de trajets à faire. Exactement. Et ça, c'est ce qui nous différencie des experts. À côté de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, les experts, ils nous soutiennent à 100%. Il y a une tribune qui est sortie il y a une semaine ou deux, avec plus de 1000 experts du climat à l'échelle internationale qui disaient il faut écouter la Convention citoyenne, il faut appliquer leurs mesures. C'est bizarre que 1000 experts viennent dire il faut écouter 150 citoyens lambda. Parce qu'en fait, ils ont compris que nous, on serait les bons rapporteurs de leurs idées, mais aussi les idées, on les prend pas comme ça, leurs idées, on les adapte. On les met en face du monde réel, en avance. En fait, on est le premier jalon d'acceptabilité. Sinon, on leur dit non, mais ça, c'est irréalisable. Oui, effectivement, interdire la voiture, niveau scientifique, il n'y a pas de secret, à 100% ça fonctionne, parce qu'on pollue beaucoup moins. Oui, mais bon, est-ce que nous, on serait prêts à l'accepter? Est-ce que c'est faisable? Non, c'est pas faisable, il faut arrêter ce genre d'idées. Les experts viennent nous voir en disant oui, il faut faire un rationnement carbone, il faut faire des choses comme ça, il faut interdire aux gens de prendre l'avion. Non. Prenons les choses acceptables, on viendra aux mesures les plus coercitives au fur et à mesure, ne faisons pas tout d'un coup. Et nous, on est là pour freiner l'ardeur scientifique, l'ardeur un petit peu des experts, tout en prenant leurs idées, qui sont très bonnes, leur expertise, et on les confronte aux entreprises, parce qu'on rencontre aussi énormément d'entreprises, d'acteurs associatifs. C'est-à-dire, bah oui, effectivement, Greenpeace a autre chose à dire que Peugeot, mais il a autre chose à dire aussi que le GIEC. C'est en prenant tous ces avis que le citoyen, avec son bon sens, mais aussi l'intelligence collective, des 150, parce que nous, on sort aucune mesure de notre chapeau. On n'est pas là, on ne trouvera pas la solution miracle. Nous, on est là pour prendre les bonnes solutions qui existent, les articuler, en faire un mécanisme, les mettre en musique, on dit ça comme ça, pour réussir à dire voilà, là, comme ça, c'est faisable. Autrement, c'est compliqué. Et c'est là où on a notre plus-value citoyenne, et qui fait que, apparemment, ça fonctionne bien, vu que ça commence à se diffuser dans les autres pays du monde. Et on peut espérer que ça fonctionne. Après, encore une fois, ça se trouve en avril, nos propositions, les gens vont dire non, ça passera pas, et on pourra dire c'est un échec. Néanmoins, moi je suis un optimiste de nature, je me dis qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose. Et qu'on va réussir à trouver les bonnes solutions. Donc voilà. Si j'ai bien compris, vous avez le droit à proposer des réglementations, des lois ou un référendum. Ouais. Comment vous faites le choix en se disant bah ça part en référendum, ça c'est juste une réglementation, enfin entre guillemets juste une réglementation? Ça dépend de deux facteurs. Ça dépend du facteur déjà d'efficience, c'est-à-dire est-ce qu'on est allé suffisamment loin dans notre proposition pour en faire une loi ou un référendum? Parce que parfois on a des bonnes idées, mais on n'a pas encore eu le temps de les poser sur papier parce qu'on n'a que 7 mois. 7 mois, c'est ce qui prend l'Assemblée nationale pour faire une loi. Nous, on va en proposer potentiellement une dizaine, donc c'est très compliqué. Donc certaines lois ne seront pas finalisées, donc on enverra l'Assemblée nationale pour continuer l'écriture de la loi. Donc à ce moment-là, ce sera autre chose. Certaines mesures ne seront même pas des mesures, ce seront des préconisations. On aimerait tendre vers ça. Et parfois, on arrivera avec des choses concrètes, béton, qui seront prêtes. Et là, on pourra dire ça peut passer directement au référendum, il n'y a besoin d'aucune réécriture. Donc ça dépendra vraiment de ça, en fait. De la manière dont nous, on arrive à affiner notre travail le plus possible, avec la contrainte du temps court que nous avons, parce que 7 mois, finalement, 7-8 mois, c'est très court, et aussi de l'expertise qu'on peut y apporter. Il y a certaines choses où on accepte le fait de ne pas être les meilleurs experts, et que c'est bien que ça repasse devant la représentativité nationale de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour une réécriture, notamment sur des mécanismes financiers, d'acceptation, de constitutionnalité. Là, à ce moment-là, on remet la balle dans le jeu des parlementaires, en ayant toujours l'œil dessus pendant 1 an ou 2, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dénaturation de nos mesures. Mais voilà,
A priori, c'est nous qui allons pouvoir proposer, mais après, de toute façon, le dernier mot, c'est Emmanuel Macron qui l'aura. C'est lui qui décidera, ça je le mets au référendum, ça je le mets à la loi. C'est lui qui dit. C'est lui qui décidera. Ok. C'est lui qui a le dernier mot. Votre chance, c'est d'essayer d'être assez abouti d'un point de vue rédaction juridique pour que ça puisse passer en référendum. Mais il s'est réservé le droit de dire c'est ça, même si c'est un texte qui est abouti, je le fais passer autrement. La seule garantie qu'il nous a donnée, c'est que normalement tout serait transmis sans filtre. Sans filtre. C'est-à-dire que voilà, on écrit quelque chose, on dit on veut un référendum, il ne touche pas un mot, il l'envoie au référendum, c'est le sans filtre. Après, est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il ne le fera pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je pense qu'électoralement, il a tout à gagner à nous faire confiance et à prendre une étiquette un peu écolo, parce que voilà. Mais après, politiquement, moi je ne pourrais pas me positionner, je ne sais pas ce qu'il fera. J'ai mes espérances, et je sais que si, entre guillemets, il nous met dans un joli cadre, puis dans une jolie poubelle, moi je serai le premier à gueuler. Là-dessus, je le dis clairement, voilà, je suis prêt à mobiliser s'il ne nous écoute pas. Néanmoins, je ne le vois pas avoir investi 5 millions d'euros, parce qu'on a coûté 5 millions d'euros. 5 millions d'euros pour monter cette convention, réunir tous ces experts et ces citoyens, pour finalement ne rien faire avec. En fait, j'ai du mal à l'imaginer, même si il y en a certains que ça n'étonnerait pas. Ouais. Donc là, en septembre, ils vont pas refaire une convention citoyenne. Alors peut-être qu'ils referont une convention citoyenne, mais peut-être sur un autre sujet. Ça c'est possible. Sur le climat, je ne pense pas. Je pense qu'il peut-être dans 2-3 ans. Mais potentiellement, c'est ce que le président a dit, c'est qu'il aimerait bien que tous les ans, il y ait une convention citoyenne sur un sujet. C'est-à-dire qu'on retire des citoyens au sort pour réfléchir, pourquoi pas, sur la fin de vie. Ce sera un bon sujet. Réfléchir sur les retraites. Moi, j'aimerais bien qu'on y réfléchisse ou sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi. Et l'idée, c'est qu'on redonne la parole aux citoyens régulièrement, si ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut En plus, il y a la notion d'environnement, mais il y a la notion de... Voilà, il faut qu'on fonctionne. Et dans l'idée, remettre le citoyen. Et même là, pour les municipales, ce qui est amusant, c'est qu'on voit de plus en plus de listes municipales qui tirent des citoyens au sort dans leur liste municipale. Ils le font à Paris. C'est de se dire, bon ben voilà, finalement, ce côté tirage au sort, bah, c'est cette petite plus-value de donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Et en fait, dans les 150, on le voit bien, c'est de se dire... Bah, en fait, dans les 150, il y a des personnes qui ne sont pas investies dans leur vie publique locale, qui ne prennent jamais la parole, qui sont toutes timides. Le fait d'avoir tiré au sort, ça les oblige à prendre la parole. Et on le voit entre nous, encore une fois, même dans nos ateliers de travail, on retire au sort celui qui va prendre la parole au nom du groupe. Et parfois, ça tombe sur la personne âgée, femme de 70 ans, qui n'a jamais travaillé, qui n'est jamais sortie de chez elle, qui n'était jamais venue sur Paris. Et ben, ça l'oblige à prendre la parole, à dire ce qu'elle pense. Et c'est hyper intéressant que ce genre de personnes soient tirées au sort, parce que c'est des personnes qu'on n'entend jamais sinon. C'est des personnes qu'on n'entend jamais au repas de famille, c'est la personne qu'on n'entend jamais dans les discussions publiques, c'est la personne qu'on n'entend jamais dans la représentativité nationale. Et le côté tirage au sort, ça donne la parole à tout le monde. Moi, c'est tombé sur moi, ça va, j'ai l'habitude de parler par mon travail, donc voilà, ça ne me dérange pas. Mais donner la parole à certaines personnes qui ne l'ont jamais, ça c'est génial. Et c'est l'avantage de ces conventions citoyennes, et qui fait que le côté tirage au sort commence à être mis en place au municipal. Certains parlent de mettre du tirage au sort à l'Assemblée nationale, pourquoi pas, parce que ce serait pas bête aussi, et des conventions citoyennes tous les ans sur des thématiques diverses. Moi je ne demande que ça. Ouais. Est-ce que dans votre milieu professionnel ça a eu un impact voilà, Alors, moi je travaille dans l'insertion professionnelle, je travaille avec les publics très éloignés de l'emploi, mais je travaille pour des structures qui les aident et qui les forment. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec les publics qui sortent de prison, qui n'ont jamais travaillé avec les migrants. On travaille avec vraiment des publics qui sont dans des situations très complexes. Et oui, ça m'impacte parce que dans mes pratiques professionnelles déjà, moi je m'applique beaucoup on essaie de mettre en place du télétravail, de la visioconférence, plutôt que de se déplacer à l'autre bout de la France pour des réunions. Donc oui, déjà ça a un impact. Et en plus, dans ma manière d'envisager le futur des dispositifs, oui, je l'imagine très bien. Parce qu'en fait, c'est pas parce que les personnes sont en situation de difficulté qu'elles n'ont pas à avoir accès aux informations d'éco-citoyenneté. Parce qu'en fait, on peut apprendre la citoyenneté par l'écologie. Et pour moi, c'est quelque chose du coup, que j'ai envie de mettre en place au sein de mon travail. En fait, je réinterroge mon travail avec cette nouvelle casquette environnementale. Parce qu'en fait, je pense que chaque métier peut le faire. On peut le faire dans l'éducation, moi je suis dans la formation, on peut le faire dans l'agriculture, on peut le faire dans la médecine. On peut réinterroger tous les métiers selon un axe environnemental parce qu'il y a toujours des pratiques qui peuvent être améliorées. Donc oui, ça a eu un vrai impact personnel mais aussi professionnel. Est-ce que, même si c'est peut-être pas
l'intérêt principal, mais est-ce qu'au final vous allez tenir l'engagement, l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pas, compte tenu de l'ensemble du travail qui a été fait? Première question. Et deuxième question, est-ce que votre participation, ça a modifié votre vision de la citoyenneté, de votre rôle dans la vie publique? Première chose, moi je pourrais pas dire si nos mesures vont fonctionner, c'est aux citoyens de les mettre en œuvre. Parce que nous on va faire des propositions, il faut qu'elles soient votées, il faut qu'elles soient appliquées. Parce que si c'est pas appliqué, ça n'aura aucun impact. Néanmoins, sur le papier, il y aura un impact. C'est-à-dire que si nos mesures sont appliquées, oui, on les a fait mesurer, on a pu voir, il y aura un vrai impact sur la réduction de gaz à effet de serre. Ça ne fera pas tout. Moi, je suis toujours, je le dis, on sera ambitieux, mais on ne fera pas tout. Il ne faudra pas se dire qu'en faisant que nos mesures, on réussira l'objectif, parce qu'on ne peut pas. Faudra en faire. Faut que tous les mois, il y ait de nouvelles lois environnementales qui passent. C'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail qu'on peut mener sur 8 mois, c'est un travail qu'on a mené sur 20 ans. Donc là, on ne fera pas tout. Néanmoins, nous, on donnera cette première étape avec des mesures qui seront impactantes, ça c'est sûr. Mais on ne fera pas tout. Mon engagement, oui, il va changer, ça c'est certain. Moi, je n'étais pas engagé dans le monde associatif. Enfin, je suis engagé dans mon associatif à travers mon travail, mais hormis la crèche de ma petite fille où je suis engagé, je ne suis pas dans des associations environnementales, je ne suis pas dans l'éducation à l'environnement, je ne vais pas ramasser les déchets le week-end, je ne fais pas de marche pour le climat. Voilà, tout ça, ça va changer. Ça a changé déjà, et puis ça a changé. Et sur mon engagement, aujourd'hui, si le président dit oui, toutes vos mesures, je les reprends, je les applique, peut-être je ne m'engagerai pas. Je me dirais, c'est bon, moi, mon boulot, il est fait. Je continuerai dans ma vie personnelle très locale à m'engager, mais pas plus. S'il y a un enjeu politique derrière, s'il y a un enjeu négociation, s'il y a un enjeu rapport de force, oui, peut-être je m'engagerai auprès d'associations, je ferai des marches pour le climat à l'échelle nationale, je ferai des choses parce que je ne veux pas lâcher mon héritage de citoyen engagé. C'est-à-dire qu'on a constitué quelque chose à 150, on a un héritage, je ne voudrais pas qu'il soit manipulé politiquement. Donc là-dessus, oui, j'ai un engagement que je me suis donné, qu'on s'est donné à 150 et qui continuera après. Et je pense que les 150, on restera soudés par une structure ou autre pour pouvoir avoir cette force de frappe le cas échéant. Mais je voulais une petite précision. On ne vous a pas demandé une sorte de devoir de réserve après donc avoir déposé des propositions, c'est-à-dire que comme vous disiez tout à l'heure, du coup vous devenez un espèce de groupe de pression anti-lobbying qui finalement peut avoir un impact assez intéressant. Enfin, si par exemple vous trouvez à la fin que le gouvernement n'a pas pris en compte du tout vos mesures, vous êtes tous dans l'idée de vous mobiliser pour le faire savoir et... Exactement. Pour tout vous dire, même maintenant, j'ai pas de devoir de réserve. Aujourd'hui, si j'ai envie de dire quelque chose au gouvernement, je le dis. Je suis citoyen tiré au sort, mais je suis citoyen avant tout. J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de m'engager pour les municipales sur une liste écolo, une liste de droite, une liste communiste, je fais ce que je veux. Et ça, c'était un prérequis pour tous les citoyens, on est libre de dire ce qu'on veut, quand on veut, et le président n'a pas à nous dire quoi penser, quoi faire, comment le faire. Et après, on aura encore moins de droits de réserve, parce que là, le seul droit de réserve que je m'accorde, c'est sur nos propositions, parce que c'est le travail du collectif, mais je protège plus les 149 autres citoyens que je ne protège l'institution en elle-même. Je nous protège, nous. Néanmoins, pour l'après, je serai totalement libre de m'engager, de dire ce que je veux, de le dire comment je le veux, et si on veut le dire à 150, ou à 80 des 150, ou à 100 des 150, oui, on le fera, et on s'organise déjà pour réfléchir à comment on pourra rester soudés pour ne pas lâcher nos mesures. Préserver notre héritage, c'est important. On voit bien la récupération politique, comment elle peut se faire dans beaucoup de sujets, pas forcément que par le gouvernement. On pourrait être récupéré par Greenpeace, on pourrait être récupéré par Peugeot, on pourrait être récupéré par qui on veut. Donc nous, on veut que personne ne récupère nos mesures, ou alors que tout le monde les récupère pour que ce ne soit pas un sujet politique. Et là, ce sera encore mieux. Si tout le monde se saisit de nos sujets en disant c'est génial, oui, on n'a plus rien à faire, on rentre chez nous, c'est génial. Mais si elle commence à être récupérée par certains et pas par d'autres, on donnera la neutralité qu'on veut avoir, parce que c'est de la politique, on peut être neutre, on n'est pas là pour dire faut voter à droite, faut voter à gauche, on est là juste pour dire appliquez les mesures environnementales, qui que vous soyez. Voilà, ça c'est la seule chose que nous on a envie de dire. Sachant que parmi les 150, il y a des gens qui sont très à gauche, il y a des gens qui sont très à droite, des gens qui sont très au centre, il y a tout le monde, des gens qui n'ont jamais voté, des gens qui sont très engagés, qui sont élus municipaux ou autres. Il y a vraiment tout le monde représenté, et on n'est tous pas d'accord entre nous, mais on est d'accord à 150. Et ça, c'est important. Ouais. Je voulais savoir si vous aviez été approché par des lobbies, si vous aviez choisi à peu près les personnes qui vous parlaient. On l'a toujours choisi, on a été démarché.
Enfin, moi j'ai un compte Twitter par exemple où je tweete beaucoup pour raconter mon expérience. J'ai reçu beaucoup de messages. Ah, vous devriez lire mon bouquin sur telle chose. Ah, si vous voulez qu'on se rencontre, je vais vous présenter cette innovation technologique qui est la meilleure du monde. On s'est protégé de ça en auditionnant pratiquement que collectivement, hormis sur les territoires, hormis les innovations territoriales ou régionales où moi je suis allé voir des entreprises normandes. Tout ce qui était à l'échelon national, on ne l'a fait qu'à 150, dans un cadre défini et encadré par le Conseil économique, social et environnemental. Et surtout, on a multiplié les prises d'informations. C'est-à-dire que, oui, on a rencontré Peugeot qui est venu nous dire que la voiture verte, c'était génial, mais on a vu les gilets jaunes à côté qui sont venus nous dire « Attention, ça coûte cher, c'est n'importe quoi ». On a vu Greenpeace qui nous a dit « Oui, mais les voitures électriques, ça pollue par le lithium ». Ah oui, mais à côté de ça, on a vu des experts scientifiques sur l'énergie pour nous dire « Ah, le nucléaire, c'est génial ». D'autres pour nous dire « Ah, l'éolien, c'est bien, mais ça pollue ». On a rencontré tout le monde pour pouvoir se donner le panel d'informations. Et après, de toute façon, on est tous le lobby de quelque chose. Parmi les 150, on a tous un frère qui travaille pour la grande distribution, l'autre qui est agriculteur, l'autre qui va travailler dans l'énergie. On est abreuvé par tout le monde, mais c'est la multiplicité des informations reçues qui fait notre indépendance. Et après, chaque citoyen des 150 jugera en âme et conscience. Certains ont été influencés parce que ça leur parlait aussi. Et ils ont accepté d'être influencés par des points de vue. Néanmoins, on a quand même été protégés, on avait des signaux d'alerte. Quand on était trop sollicité par certains, on pouvait faire intervenir les organes de l'État pour leur dire laissez-les tranquilles. On était potentiellement sous protection si on était vraiment démarché agressivement. C'est pas arrivé, mais on aurait pu. On avait quand même un cadre de déclaration des démarches qu'on recevait pour pouvoir se dire qu'on restait le plus neutre possible. Néanmoins, on s'est interdit de prendre de l'information de nulle part. Et d'ailleurs, on a pris de l'information d'endroits qui parfois n'étaient pas des organes qui étaient très écoutés des pouvoirs publics. Je pense à tout le monde associatif par exemple. Les industriels sont très écoutés par les parlementaires, les associatifs un petit peu moins. Et pourtant pour les citoyens non associatifs, c'est des millions d'associations, c'est des millions de citoyens engagés. On leur a donné une oreille attentive parce qu'on y voyait l'intérêt. Donc voilà, je pense que ça répond à votre question à peu près, mais nous c'était vraiment l'idée, on écoute tout le monde. Est-ce que, deux petites choses, est-ce que d'abord, avant qu'on quitte l'Assemblée, tu vas pouvoir indiquer comment te suivre, le site internet, comment, éventuellement on pourrait peut-être le montrer sur internet, le site de la convention, ouais. On verra ça tout à l'heure à la fin, on peut peut-être montrer le site, c'est assez simple. Ou d'ailleurs, par transparence, encore une fois parce qu'on a dit tout à l'heure, vous retrouverez tous nos travaux, toutes les auditions, toutes les personnes que nous avons rencontrées. Vous voulez savoir ce que le patron d'Amazon m'a dit, vous pouvez le retrouver en vidéo. Vous voulez savoir ce que Nicolas Hulot m'a dit, les questions que je lui ai posées, vous la retrouverez en vidéo. Tout est public, tout est diffusé. Vous pouvez nous suivre session par session, ne serait-ce que voir les programmes des sessions, voir comment c'était déroulé, parce que ce sera plus parlant que moi quand je vous le raconte. Vous pourrez voir, voilà, en session 2, ils ont défini leurs objectifs, en session 4, ils ont défini les premières pistes de propositions. Vous verrez tout le programme. Et après, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Pour les jeunes, nos jeunes, à nous, ils sont surtout sur Instagram ou des choses comme ça, donc des choses qui vous parleraient plus. Moi, je suis plus la génération Twitter, les plus vieux, c'est la génération Facebook. On essaie de raconter au maximum ce que nous on vit, par transparence, encore une fois, parce qu'on essaie vraiment on ne veut pas être déconnecté de la réalité. Enfin, franchement, pour moi, c'est important. Et le jour où je le suis, n'hésitez pas à venir me le dire, parce que moi, c'est notre plus-value citoyenne. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelques petites remarques, questions? Bon, vas-y, Emmanuel. D'abord, je voulais vous remercier. Votre témoignage est vraiment extrêmement enrichissant. Et quand on parle d'engagement citoyen pour le développement durable, là, on est vraiment dedans. J'ai vraiment le sentiment d'y être. Donc, merci. Alors, j'aurais deux questions. Une pour eux et une pour vous. Alors, la première pour vous. Voilà, vous venez d'entendre le témoignage. Au vu de ce que vous venez d'entendre, l'idée qu'on a lancée hier d'organiser à partir de la rentrée prochaine dans les lycées agricoles quelque chose du même type, qui s'appellera une convention lycéenne et étudiante sur le climat. Voilà. Est-ce que éventuellement cette idée-là vous séduit? Est-ce que vous auriez envie d'y contribuer? Voilà. Ça ferait juste